Hello la team, comment ça va? Je vous pose la question parce que moi personnellement je vais très bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Parce qu'encore une fois, j'ai passé un bon week-end et j'espère que vous aussi parce que on va débriefer une victoire là aujourd'hui et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça progresse. Il y a des choses très intéressantes, encourageantes sur cette belle victoire de notre paillade et on va en parler. On va en parler et ça donne, en tout cas, ça nous promet une belle semaine à venir puisque vous verrez hein, plus tard dans, dans, dans le live que on va se projeter sur le week-end qui va arriver et le week-end qui arrive va nous amener une affiche intéressante. Mais avant d'arriver à cela, puisqu'on parlera de la prochaine journée, la troisième journée, qui sera encore une journée à l'extérieur, on en parlera jeudi. Mais avant d'arriver à cela, on va s'intéresser un peu à cette belle victoire de notre paillade. Et pour le coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le programme du jour. Donc, belle victoire, hein. Belle victoire avec. J'aime bien cette photo. Je pense que vous aussi pour le coup, parce que c'est du 100% paillade. Hein, ça vient du cru. Hein, ça, c'est exactement ce que je disais dans mes épisodes précédents, à savoir les forces vives. Il faut savoir, à défaut d'avoir de l'argent et une puissance financière, il faut parfois et même souvent, même j'ai envie de dire, puisqu'on a un club qui est formateur, il faut savoir utiliser le cru et les forces vives, et c'est la formation. Voilà, on a toujours été un club formateur qui a su s'appuyer sur les enfants du club. Et là, ce week-end, ce qu'on voit, c'est beau, d'autant plus qu'avant ça, parce que là, on voit que le passeur et le buteur, mais avant ça, on a quand même un néo-pro, Grégory Ayem, qui fait une belle récupération, puis une passe. Et ça, en fait, ça démontre en fait que le club travaille bien, et travaille bien depuis l'arrivée de Zoumana Kamara. Voilà, franchement, qui a fait du bien parce que ça a mis allez, vous m'excuserez le terme, un grand coup de balai, on va dire, euh, dans, dans la fourmilière, on va dire ça comme ça. Vulgairement parlant, mais avec tout le respect pour ceux qui ont quitté le club et le travail qu'ils ont fourni aussi, mais c'était nécessaire à mon sens de tourner une page et puis de se moderniser, parce que je pense qu'on avait vraiment besoin de se moderniser, de travailler correctement. Et en tout cas, depuis cet été, et surtout depuis l'annonce du maintien des Nicolins, le club bosse bien et ça fait plaisir à voir et en tout cas, la dynamique pour l'instant est en train d'être positive. Elle pourrait être encore mieux, à condition, on le verra tout à l'heure, d'aller faire un résultat le week-end prochain. Enfin, ce week-end pour le coup. Donc, on va y arriver. Donc, voilà le programme que je vous propose. On va se débriefer AS Nancy-Lorraine MHSC. Ensuite, ça va nous amener tranquillement vers la revue de presse de cette victoire. Il y a deux articles que j'ai envie de vous partager qui sont sortis dans le Midi Libre, donc j'ai envie de vous partager ça et puis on en discutera si vous le souhaitez. Vous avez le live, hein, enfin le chat, pardon, qui est là pour ça. Donc n'hésitez pas à donner vos avis aussi pour qu'on débatte là-dessus. Hein. On est ensemble pour 1h30, voire 1h45, donc n'hésitez pas. Et ensuite, cette revue de presse, enfin ce débriefing et cette revue de presse vont nous amener vers les ajustements. En tout cas, moi, en ayant revisionné le match, parce que j'ai revu le match 3 fois pour pouvoir vous apporter une analyse claire, vraiment. Du coup, j'en ai déduit qu'il nous fallait des ajustements. Déjà, la première journée contre Dijon, j'avais déjà fait des déductions sur les ajustements dont on aurait besoin pour pouvoir s'imposer à Nancy. Et j'en ai vu quelques-uns, donc c'est très bien. Maintenant, c'est encore un début de saison et l'équipe n'est pas totalement prête. Néanmoins, il y a des certitudes qui se dégagent et c'est très intéressant. Des axes d'effort et des progrès aussi qui se dégagent. Et c'est très intéressant. Du coup, j'ai fait ma liste d'ajustements. Hein. Je développerai bien sûr, mais les grandes lignes sont là, donc vous pouvez les voir d'ores et déjà. Donc on est parti, on va commencer. On va parler du débriefing. Dans ce débriefing, je vais vous le faire en deux parties.
Je vais d'abord vous faire mon analyse globale et mon ressenti global de ce match. Et ensuite, la deuxième partie, ça sera une analyse individuelle. Puis, on parlera statistiques, histoire de comprendre un peu comment Montpellier a construit cette victoire et a réussi à tirer de leçons de la première journée et n'a pas reproduit les mêmes erreurs. Voilà, on a l'avantage et les inconvénients d'une jeunesse. Et en fait, l'avantage de la jeunesse, pour moi, c'est qu'elle ne se pose pas de questions. Voilà, elle ne se pose pas de questions et surtout, à mon sens, elle est en capacité d'appliquer directement en fait les, euh, les axes d'effort pour progresser. Et ça s'est vu là, lors de la victoire contre Nancy. Donc on va en parler. Donc c'est parti, première partie, je vous fais mon analyse globale. Alors j'ai pris des notes, hein, comme à mon habitude, je vais vous lire ça. Alors analyse en deux temps. Pour le coup, je vais vous parler d'abord de ce que j'ai bien aimé et puis de, de ce qui est encore à améliorer parce qu'il y a des choses à améliorer et c'est pas parfait. On n'arrivera pas à un résultat parfait parce que bah, l'homme n'est pas parfait de nature, hein, mais avec le travail, on peut arriver à un résultat très léché et avoir pas mal de certitudes dans le jeu. Donc on va commencer par ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai apprécié. Dans l'ensemble, je trouve que c'était une bonne prestation à l'extérieur parce que les matchs à l'extérieur sont compliqués. On a vu lors de la conférence de presse que Oswald Tanchot, le coach de Nancy, voulait développer un jeu basé sur la possession et sur une bonne animation offensive. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Je ne dirais pas qu'on a subi, même si on a eu un gros trou d'air, on en reparlera plus tard. Mais dans l'ensemble, c'est une belle prestation à l'extérieur. Je nous ai trouvé cohérent dans notre jeu. Voilà, cohérent dans notre jeu avec une bonne mise en place tactique. L'équipe, elle progresse. Il y a du caractère. Il fallait du caractère pour corriger ce faux départ à la Mosson. Et j'ai aimé en fait le visage qu'on a proposé, notamment durant la première mi-temps. Voilà, avec un pressing haut et collectif qui nous a permis de sortir la tête de l'eau, surtout en deuxième mi-temps, quand on a eu un bon quart d'heure de temps faible. Dans ce pressing, tant en phase offensive que défensive, bah, tout le monde a fait le job. Tout le monde a fait le job, il n'y a personne qui le triche. Ça presse vraiment, ça fait les efforts et ça se voit avec Maignan qui n'a pas arrêté d'embêter les défenseurs de la première à la 92e, puisque pour une première titularisation, il a quand même eu 92 minutes pleines et ça, moi, je trouve ça juste dingue. Voilà, ça démontre le coffre qu'a le jeune parce que c'est quand même un sacré gabarit. Il fait 1m87. Euh, il est rapide. On a pu le voir notamment sur le but. C'est pas donné à tout le monde. À titre de comparaison, Mamadou Camara, il fait 1m89, mais il n'est pas aussi mobile. Là, on a quand même un jeune Titi qui est très mobile, très rapide et puissant en plus. Donc il a pas mal d'atouts à son arc et il les utilise plutôt bien. Voilà, il les utilise plutôt bien et on en reparlera des cas individuels, mais en tout cas, voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié ce pressing collectif qui nous a sorti et de pas mal de situations. Et c'est une base sur laquelle il faut s'appuyer, hein. Ça, c'est en train d'être, je trouve, pour cette saison, la patte de Zoumana Kamara, ce pressing collectif qui permet de récupérer un paquet de ballons et surtout de repartir à l'assaut, à l'attaque. Et maintenant, bah, pour l'attaque, on en reparlera aussi tout à l'heure, va falloir hausser le curseur. Ensuite, j'ai aussi apprécié l'étanchéité défensive et le sérieux qui a été retrouvé au sein de la défense, puisque euh, on a été très appliqué. Voilà, on a retrouvé la défense type de l'année dernière, composée de Chato qui a fait un super retour. Voilà, faut le souligner. Très très belle prestation de sa part. Il a pris le couloir un paquet de fois, beaucoup d'allers-retours, gros cardio, belle presta. Et l'étanchéité défensive est appréciable, d'autant plus que Simon, en dernier rempart aussi, a fait le job. On parlera des prestations individuelles tout à l'heure, mais voilà, cette étanchéité défensive et cette capacité à faire le dos rond quand c'était un peu plus dur, en deuxième mi-temps notamment,
et ben en fait, on peut s'appuyer là-dessus. Voilà. C'est comme ça qu'on a construit cette victoire, mais c'est vraiment agréable. Ensuite, j'ai également apprécié la bonne maîtrise en première mi-temps, voilà, où on s'est créé pas mal de situations. Voilà. Très peu d'occasions franches, même s'il y en a eu, avec la deuxième frappe de Nordan Mukiele, cadrée mais un peu trop écrasée. Euh, Il y a la reprise complètement foirée de Maignan aussi, suite à la passe en retrait d'Enzo Chato à ras de terre, aussi foirée. Donc on en reparlera, ça fait notamment partie des axes d'efforts que j'aimerais voir développer, des ajustements à développer cette semaine. Mais voilà, dans l'ensemble, en première mi-temps, on a une bonne maîtrise et c'est pas normal qu'on reparte à la mi-temps à 0-0 à mon sens. Mais dans l'ensemble, franchement, bonne mi-temps, mi-temps cohérente. Euh, Faut progresser devant le but, mais ça fait plaisir à voir. En tout cas, on arrive avec des intentions de jeu et je pense que ce sont ces intentions de jeu qui n'ont pas permis à Annecy de nous poser des problèmes. Voilà. Ensuite, cette victoire, je trouve que c'est un bon capital. C'est un bon capital, confiance et une base de travail solide dans l'idée de commencer en fait à construire une dynamique parce que j'ai vu des choses très intéressantes, des circuits de jeu courts, des circuits de jeu longs. Voilà, ça commence à combiner. On voit des triangles qui se mettent en place, la balle qui circule bien. Et puis, bah, quand on est un peu acculé et pressé, bah, on a cette capacité à jouer long, notamment à droite, avec Enzo Chato qui a pris pas mal le couloir. Comme si, bah, en fait, il a bossé pour deux, Chato. On verra ça plus tard, il a bossé pour deux. Il a fait ce que ne faisait pas Pays ou ce que Pays n'était pas en capacité ou n'est pas encore en capacité de faire. Je pense qu'il n'est pas encore en forme, Nicolas Pays, mais sa prestation, elle est bonne. Elle est moins décevante. À chaud, on peut penser que voilà, il n'a pas été bon, mais il faut nuancer parce que pour avoir revu le match 3 fois, euh, elle est meilleure que contre Dijon. Et en fait, bah, la conclusion de ça, c'est que bah, il est en train d'arriver au niveau qu'on a pu voir l'année dernière avec ses capacités de percussion et de rapidité. Euh, j'ai bien aimé aussi la gestion des émotions. La gestion des émotions, notamment à l'issue du but, où euh, on n'a pas fait comme la semaine dernière, où on s'est déconcentré et on n'a pas été en capacité de maintenir ce score. Bah là, on a quand même ouvert le score à la 71e minute, si je ne me trompe pas de mémoire. Et on a tenu puisqu'on a eu 96 minutes en tout. Donc on a quand même tenu et été en capacité de contenir les assauts de Nancy pour s'offrir cette victoire et revenir à Montpellier avec les 3 points qui font du bien, qui font vraiment du bien. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et enfin, pour conclure, j'ai beaucoup aimé les remplaçants aussi, puisque cette année, on a une qualité de banc, si je peux dire ça. Maintenant que les 5 changements sont normalisés, maintenant, en fait, cette année, en tout cas, le groupe a été construit pour qu'on ait une meilleure qualité de banc. Et cette qualité de banc, elle se voit, puisque bah, c'est l'exemple parfait, c'est le but, en fait. Ce sont les deux entrants qui rentrent, qui participent à faire la différence. Voilà. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que tout dans ce but est bien. Et même, il faut aller à la genèse de ce but. C'est le changement de Zoumana Kamara. Les changements de Zoumana Kamara sont bons. Dans le timing est bon et les choix sont bons. Les choix sont bons puisque il fait sortir Meda qui fait un match en dents de scie, on va dire ça comme ça, même si son match n'est pas mauvais. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et en fait, en le faisant sortir, il le protège d'un rouge, donc on se protège aussi. Mais surtout, il nous fait rentrer de la valeur ajoutée avec des joueurs en capacité de créer la différence. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec la sortie de Meda et de Mukiele qui ont encore fait de bonnes minutes, voilà, qui a pas mal apporté. Il est en progrès aussi, je trouve. On en reparlera tout à l'heure. Mais au final, on se retrouve avec Issoufou et Ayem qui participent à ce but. Et puis, bah, au final, on a aussi Maignan qui reste très très lucide et altruiste
après avoir joué 71 minutes et qui fait le bon choix, la bonne décision. Donc voilà. Qualité des entrants, voilà. On a aussi eu Ben Lalou qui a fait ses premières minutes. Encourageant, et puis c'est toujours bien de rentrer dans ce contexte-là où il rentre et on mène au score, c'est plus facile. Voilà, après, à la fin, on a eu El Anache et Abderremi, voilà, pour fermer, verrouiller et cadenasser ces 3 points, donc cadenasser la défense. Donc non, non, très bien. La victoire a été bien construite, elle a vraiment été bien construite. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Il y a des bases solides sur lesquelles on peut s'appuyer en vue d'aller voyager à Dunkerque. On verra le calendrier tout à l'heure. Mais voilà, on peut capitaliser dessus pour essayer de construire justement une dynamique. L'année dernière, ce qui nous a fait défaut, je trouve, c'est qu'on ne savait pas négocier les virages. Et en fait, là, on n'a pas forcément un virage, mais on a un début de virage. Voilà, il s'agit euh, de bien amorcer ce virage, parce qu'en fait, si on amorce bien ce virage en instaurant une bonne dynamique, et ben après, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Mais on y reviendra tout à l'heure. Là, on va partir pour le coup sur... après ce débriefing global, je vous propose qu'on aille dans les statistiques. Voilà, clairement. Donc c'est parti. Allons-y et... Tac, tac, tac. Ah bah tiens. Hop. Boum. Nous voilà. Donc on est ici sur le match Nancy-Montpellier. Donc ici, je vous invite à pas trop vous fier aux notes. D'accord. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est une note de puriste euh, au regard de ma passion pour le club et de ma connaissance pour les joueurs qu'on a aussi et pour notre effectif. Donc on va revoir individuellement déjà les prestations. Je vais vous donner mon ressenti sur chaque joueur. En partant du gardien jusqu'à l'attaquant, là ils nous ont mis une formation en 4-4-2, mais on a joué en 4-3-3, voilà, avec une pointe basse qui est Delam Meda. Donc en partant du gardien, 7-6 c'est surnoté. En fait, je trouve que ils ont une tendance, SofaScore, à surnoter ou sous-noter les joueurs, vraiment. Donc Simon, je lui mettrais... C'est un clean sheet, c'est beau, et puis bon, il prend pas de but. Le 7, il est compliqué pour moi. Mais un bon 6,5, voilà. Il mérite un bon 6,5, et dans ce match, à mon sens, personne n'a plus de 6,5. Parce que, en fait, on est encore en début de saison, il y a l'équipe progresse bien. Il fait un bon match sur les arrêts qu'il a à faire, notamment en fin de match, où Nancy pousse énormément, il est bien présent, bon sur sa ligne, et puis il a progressé dans les airs, dans les sorties aériennes. En pré-saison, je disais que ça devait être un de ses axes d'effort, les sorties aériennes, les relances plus rapides. J'ai vu des relances plus rapides aussi, j'ai vu 2 bonnes sorties aériennes où il ne se trouve pas. Voilà, donc là-dessus, il a progressé, et puis sur sa ligne, il est toujours bon. Donc bon match de Simon, encourageant. On veut la même performance contre Dunkerque vendredi, puisque l'idée c'est de capitaliser sur cette victoire. Donc il y a une bonne base de travail avec cette victoire maintenant, donc à reproduire. Enzo Chato, 7-1. Un bon 6,5 aussi, je lui mettrais. 6,5, bon retour, voilà. Très très bon retour. Il aurait eu 7 s'il avait eu cette belle passe décisive pour Enzo Chato, pour Maignan, parce qu'en fait, il a eu une très très belle activité dans son couloir droit. Pour son retour, clairement, il a affûté, et puis même, il a passé un step, hein, c'est ce que je disais. Même si certains ne sont pas d'accord, à un moment donné, il faut être réaliste. Faut être réaliste et pragmatique surtout, il faut voir ce qui fonctionne. Quand Enzo Chato est là et qu'il prend son couloir, maintenant, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, c'est un vrai atout de l'avoir. Et il est en fin de contrat là en 2027. Si on ne se fait pas attaquer dans les 15 jours qui restent là, pour le mercato, à mon sens, il faudrait vite le prolonger. Parce que si en janvier il n'est pas prolongé, le lapin, vu qu'il court vite, il va se barrer, quoi.
Donc, faudrait le prolonger dans l'idée qu'on puisse jouer les barrages et retrouver la Ligue 1 aussi. Mais voilà, Enzo Chato, bon match, bon retour de sa part, belle activité dans son couloir droit, beaucoup d'appels. Quand je vous parlais du jeu court, jeu long, en fait, c'est notre atout premier dans le jeu long avec Julien Laporte qui arrive à le trouver très facilement dans son couloir droit, où il peut arriver et combiner avec Pays et adresser des centres, voilà, et puis des centres en retrait aussi, centres depuis l'aile ou en retrait long de ligne. Donc non, bon retour et bon match, très très bon match de Enzo Chato. À revoir aussi dès vendredi à Dunkerque avec cette belle attitude conquérante et cette envie de tout casser offensivement et surtout de ne rien céder défensivement. Donc très bon match de sa part. Ensuite, Julien Laporte, bon match. Bon match, je ne mettrai pas 6,5 mais 6. Match correct, solide derrière. J'ai trouvé Mwanga meilleur. Il forme une très très belle paire avec Julien Laporte. Mais voilà, avec Yael Mwanga, pardon. Bon match de Julien Laporte. Un bon 6 aussi, un 6 solide. Pas un 6,5 mais 6 solide. En revanche, Yael Mwanga, 6,5. Voilà, 6,5 parce que il a fait beaucoup plus d'interventions, que ce soit de la tête ou du pied, ou voire même sur l'homme, solide sur l'homme. Et il est en net progrès, hein. J'aime beaucoup sa capacité à casser les lignes, à monter balle au pied. Après ça, il arrive à le faire parce que Julien Laporte lui le couvre bien aussi. On a vraiment une belle doublette de centraux et qui est en train de monter en puissance. Donc un bon 6,5 pour Yael Mwanga aussi. Théo Saint-Luce, un bon 6. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce match-là. J'avais été critique sur sa performance contre Dijon où je l'avais trouvé un peu timide et pas assez au soutien de Nordan Mukiele. Mais là, je lui mets un bon 6. Je lui mets un bon 6 parce que j'ai aimé en fait ce soutien et cette évolution dans son jeu et surtout sa volonté d'aller plus vers l'avant et de combiner un peu plus avec Nordan Mukiele, même si je trouve que il centre pas assez à mon goût. Voilà, il centre pas assez à mon goût. Il devrait le faire, faut pas hésiter à le faire. Parce que en fait, à un moment donné, ça va être trop facile en fait pour les adversaires de lire le jeu et de se dire que en fait sur l'aile gauche, les centres et le danger ne viennent que de Nordan Mukiele. Voilà, il faudrait que Saint-Luce centre un peu plus pour semer le doute et l'instabilité dans les défenses adverses. Mais bon match, donc 6, un bon 6. Nordan Mukiele, il est sur sa lancée. Il est sur sa lancée. C'est un deuxième bon début de match. Donc, mais je l'ai trouvé un peu moins performant qu'à domicile contre Dijon. Mais cela dit, ça reste un bon match. Donc un 5, c'est encourageant. Il a toujours, j'aime beaucoup son style de jeu provocateur. Et il a fait travailler énormément la défense là. Et après, quand on se retrouve à sa sortie et il est remplacé par Issoufou. Quand on retrouve Issoufou après, pour la défense, là, c'est un calvaire. Parce qu'ils ont bien été usés avec ce couloir gauche qui a bien marché, voilà, que j'ai bien aimé. Et quand on retrouve après un Issoufou qui, lui, est un vrai joueur en profondeur et d'espace, après avoir été usé par un Mukiele provocateur et joueur de 1 contre 1, et voilà, c'est pas mal. Donc Mukiele 5. Et là, je pense que maintenant, après 2 matchs... ça y est, il a pris la mesure de la Ligue 2, surtout qu'il a fait 8 entrées en Ligue 1 l'année dernière. Là, il vient de prendre 2 fois une bonne heure de jeu. J'estime qu'il est encore dans sa prépa, hein, puisque vu qu'il était en instance de départ à Rennes, il n'a peut-être pas fait tous les matchs à 100%, et puis il est quand même arrivé lors du dernier match amical. Voilà, donc ces 2 matchs sont pour lui des matchs d'observation et d'assimilation à la Ligue 2. Maintenant, en toute franchise, avec toutes les occasions qui se créent et ces opportunités qu'il crée aussi, contre Dunkerque, moi je le vois décisif. Soit par un but, soit par une passe, ou même voir les deux. Un but, une passe décisive, ça serait franchement une prestation complète parce que il en a le potentiel et les capacités. En tout cas, il les démontre et c'est évident. C'est évident. Maintenant, il va s'agir d'être bon dans les ajustements, dont on parlera plus tard. Mais voilà, bon match de Mukiele, match encourageant, 5. On passe maintenant au milieu. Dès Lameda, je mettrai
Euh, un match en dents de scie parce il fait pas un mauvais match, hein, loin de là. Il fait même un bon match dans l'ensemble, mais en fait, vous allez voir que les encouragements que j'ai déduits ont fait que il a eu tendance, pardon, il a eu tendance à mon sens, à jouer un peu trop facile par moment et un peu trop compliqué, ce qui l'a conduit à faire des fautes évitables en fait. Je lui mettrai la note de 4,5 parce qu'en fait il fait des fautes qui sont évitables et en fait ces fautes-là, heureusement, on ne se fait pas sanctionner dessus, mais ce sont des fautes qui peuvent nous coûter cher, surtout à ce poste de sentinelle. Mais je pense que s'il a fait ses fautes parce qu'en fait il se sent bien dans l'équipe et dans la dynamique qui est instaurée actuellement et ça le pousse à jouer un peu trop facile. Personne actuellement ne doit jouer facile. En fait, je dis actuellement et pour toute la saison, personne ne doit jouer facile. Au contraire, en fait, il faut qu'on joue simple et efficace. Ne pas faire le geste de trop, mais faire le bon geste au bon moment. Ça passe par libérer la balle en fait au bon moment, ne pas trop chercher à faire l'exploit individuel. En fait, l'exploit individuel, il doit servir au collectif. Si c'est un exploit individuel pour, euh, pour la hype, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, ça, ça nous met en difficulté, ça le met en difficulté et ça met surtout l'équipe en difficulté et ça, c'est pas nécessaire. Donc, il a eu tendance à se compliquer un peu trop la tâche avec des fautes évitables et heureusement, il a été sanctionné que d'un carton jaune parce qu'il aurait pu avoir un carton rouge et c'est en ce sens que Zoumana Kamara et son staff ont eu une bonne lecture du match en le faisant sortir au bon moment. Voilà. Et du coup, on l'a préservé. Donc 4,5 parce qu'il a cherché à se compliquer la vie alors que ce n'était pas forcément nécessaire et il aurait pu surtout faire autrement. Donc 4,5 pour Delameda. Mais ceci dit, il fait quand même un bon match parce qu'il récupère plus de ballons qu'il n'en perd. Hein, ok, sur le total. Donc ça reste un bon match. C'est en fait le 4,5, c'est pour les fautes évitables et le carton qui se prend alors qu'il aurait pu ne pas le prendre. Voilà. Donc c'est une question de gestion d'émotion pour lui. Donc à travailler. L'idée c'est qu'il nous refasse un match vendredi, il nous refasse un match comme à Dijon où il est vraiment propre et clean. Et là, c'est le méda qu'on adore. Voilà. Théo Chenaï, bon match de sa part. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai observé un Théo Chenaï un peu plus défensif et plus en retrait, qui se projette moins. Moi, ce que j'adore chez Théo Chenaï, d'ailleurs, je l'appelle le pitbull, c'est sa capacité de projection et à aller vers l'avant et à ne pas compter les efforts. Et en fait, sur ce match-là, il a été un peu plus défensif. Peut-être que c'était une tactique aussi de Zoumana Kamara, mais la tactique est bonne puisque en fait, au final, on a retrouvé notre étanchéité défensive qui nous a permis de faire un clean sheet. Et Chenaï a eu un gros rôle là-dedans parce que il s'est moins projeté, mais a été beaucoup plus présent et sécurisant dans le cœur de jeu. Et en fait, quand on se remet dans le contexte que c'est un match à l'extérieur, et ben en fait la tactique est bonne. La tactique est bonne, le choix est payant et ça donne une bonne prestation de Chenaï, donc que j'ai vraiment bien aimé. Et je lui mets un bon 5. Voilà, un bon 5 très très encourageant. Bon match de sa part, j'ai beaucoup aimé. On passe maintenant à Noah Vidal Cartou. Bon match, je lui mettrai 5 aussi, 5 encourageants dans la continuité. Il est en train de prendre ses premières minutes là en tant que titulaire et il fait le job. Il fait le job. Il a été plus en vue en première mi-temps, un peu moins en deuxième, c'est normal puisqu'on a eu un gros trou d'air. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais bon match de sa part. Je trouve par moment qu'il aurait pu être mieux servi, notamment par Nicolas Pays, qui deux, trois fois l'a loupé alors qu'il était libre et qu'il était en capacité de faire des bons choix. Donc, bon match de Noah Vidal Cartou, 5 encourageants aussi au même titre que Nordan Mukiele. Maignan Pavé, très bon match. Très très bon match. Dans l'ensemble, hein, j'occulte moi la passe décisive. Tout le monde l'encense pour ça et c'est bien mérité, c'est bien normal.
Mais je me concentre vraiment sur sa performance globale. Moi, ce qui me bluffe chez lui, c'est sa capacité à répéter les efforts, à presser de la première à la dernière minute. Il a toujours pressé. Il a notamment énormément dérangé Boabdeli et les deux centraux, Mendy et puis Fernandez. Non, 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 il utilise bien son gabarit. Il est rapide, on l'a vu sur le but. Et surtout, il est très, très altruiste. Très, très altruiste. Et il a un gros coffre et une capacité d'effort qui est bluffante. Maintenant, seul bémol, ce que je regrette, c'est la reprise foirée sur le centre à ras de terre d'Enzo Chato. Mais pour une première, très très encourageant. J'ai énormément apprécié ses efforts, son pressing, très très bon pressing. Tout le long, il n'a pas hésité à revenir aider la défense. J'ai notamment une action ici en bord de touche là où il est venu. Ils ont fait une prise à trois, ce qui nous a permis de récupérer le ballon. Il est beaucoup descendu aussi, participé au jeu, aider la défense. Mais une fois que c'est fait, en fait, boum, contre-pressing à nouveau, c'est reparti. Et en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un attaquant comme ça. Alors c'est un concours de circonstances. Comme je dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en tout cas, sur cette première titularisation, eh ben, en fait, il a complètement justifié d'être aligné à nouveau dès vendredi à l'extérieur contre Dunkerque. Et c'est une belle performance. Voilà, on va lui souhaiter à l'ensemble de l'équipe, hein, il n'y a pas que lui, d'être beaucoup plus chirurgical et clinique dans la finition. Mais on reparlera de la finition plus tard. Mais bon match de Maignan Pavé et je lui mets un bon 6 aussi parce qu'il fait quand même une passe décisive. Mais un très bon 6 encourageant. On passe maintenant à mon bémol, Nicolas Pays, qui fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match. Il est en progression, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'est pas en forme. Il est en méforme et, à mon sens, pour tirer la quintessence d'un groupe, il faut faire jouer la concurrence. Le problème là, c'est qu'on a un Nicolas Pays qui est en méforme, mais qui n'a pas de concurrence à droite. Le seul actuellement dans l'effectif, en tout cas si ça reste comme ça, qui est en capacité d'aller le déranger, c'est Axel Guéguin. Sauf que problème, Guéguin est blessé. Voilà. Maintenant, on a un Mukele qui a la capacité de jouer à droite, mais on a surtout un Issoufou aussi qui commence à montrer le bout de son nez, puisque tout comme Ayem, ils viennent de faire la doublette Ayem-Issoufou, ils viennent de faire coup sur coup de bonnes entrées. Alors c'est très bien pour nous, puisque cette année, on a une qualité de banc, voilà, et des joueurs d'impact qui sont en capacité de rentrer, de changer la donne. Ça, c'est très bien. Mais Nicolas Pays n'est pas en forme. Donc l'idée, c'est pas de le sortir au prochain match, pas du tout. Vraiment pas. Mais l'idée, ça serait peut-être de commencer à lui souffler dans les oreilles pour lui faire comprendre que s'il n'est pas au niveau, bah, il y a la concurrence qui est là et qui a la et que c'est possible qu'il aille faire un petit tour sur le banc. Voilà. Ou sinon, autre solution, qu'on réussisse à faire un coup au mercato pour lui offrir une solution, une alternative, une alternative à Zoumana Camara aussi, de faire jouer la concurrence, parce que la concurrence peut être bénéfique. Quand on regarde à gauche ce qui se passe, bah là en fait à gauche on a un Nordan Mukele qui fait un bon rendement pendant une heure, parce que bah, il sait aussi que derrière il y a un Yanis Issoufou qui va rentrer, et ce sont deux profils complémentaires, hein, comme je vous disais. On a un provocateur, un joueur de 1 contre 1 avec Mukele, et un joueur d'espace et de profondeur avec Issoufou. Donc là, pour les défenses, c'est un calvaire. C'est un calvaire parce qu'en fait, on se fait torturer dans un sens et on se fait encore torturer dans un autre. Donc là, à gauche, en fait, les options, elles sont juste parfaites pour Ousmane Camara, et sa gestion du couloir gauche, du couloir offensif gauche, est vraiment parfaite. À l'inverse, à droite, on n'a pas ça avec Pays, puisque là, ce qui s'est passé sur le match, c'est que bah, c'est Enzo Chato qui a limite fait les actions offensives de Pays. Voilà, en tout cas sur le couloir droit, puisque la seule et unique action potable de Pays sur l'ensemble du match, je parle action offensive potable, hein, c'est sa frappe en début de seconde mi-temps qui est cadrée. Voilà, on peut regretter cette frappe aussi parce que bah, c'est sur un centre de Nordan Mukele d'ailleurs, un bon centre en retrait.
avec un peu plus de précision et de puissance, bah ça faisait mouche. Ça faisait mouche. Donc, il est en méforme. Ceci dit, son match est nettement meilleur que celui de Dijon. Voilà. Et j'attends en tout cas qu'il hausse le curseur contre Dunkerque vendredi. Donc, Pays, c'est la plus mauvaise note pour moi, puisque j'ai mis 4,5 à Meda. Pays, je lui mettrai 4. Voilà. C'est c'est le moins bon là-dedans, dans ce match-là. Même si, après avoir regardé le match 3 fois, comme je vous dis, il y a une nette progression du match entre Dijon et Nancy. Voilà. Maintenant, j'ai envie qu'on aille voir un peu au niveau statistique comment Montpellier a construit cette victoire. Non, là, c'est pas là. À l'inverse, parlons un peu de Nancy. Parlons un peu de Nancy et des joueurs qui aura à suivre cette année à Nancy. À Nancy, j'ai beaucoup aimé Vdaouch, je vous en avais parlé en avant-match, et Ousni, qui, comme je l'ai dit, ont été vraiment des dynamiteurs, hein, des dynamiteurs sur les côtés nancéens. Et aussi, la belle surprise, c'est Takafred, pardon. Enzo Takafred, j'ai beaucoup aimé son activité. Ce sont les trois qui sortent du lot à, à Nancy, et ce sont les trois joueurs que je vais suivre. J'ai très envie de voir leur progression à Takafred, Fdaouch et Ousni. Ousni, très très bon joueur à droite, hein. Bon, il sort du Paris Saint-Germain. Zoumana Kamara le connaît. Et, je suis curieux qu'on ne se soit pas positionné sur lui en alternative pour venir renforcer le couloir droit. Mais en tout cas, voilà, belle surprise, belle découverte d'Ilyes Ousni, que je suivrai avec grand plaisir aussi cette saison. Maintenant, parlons un peu au niveau statistique. Comme je vous disais, on va faire un peu de comparaison avec le match de la journée précédente. Alors là, on peut voir que à l'extérieur, là où la semaine dernière, on était chez nous à la Mosson, on a dominé les débats largement. Et ben là, on a été dominé, et ça a du sens puisque c'est ce que voulait le coach nancéen Oswald Tanchot. Donc, on a été dominé à 53% contre 47%. On a fait un total de 13 tirs. On verra ce qu'on a cadré ou pas. La semaine dernière, on a dû faire 27 tirs pour réussir à ouvrir le score. Là, on en a fait 13, donc 2 fois moins. Quasiment 2 fois moins pour ouvrir le score. Donc il y a une nette progression déjà. Voilà, donc quand je parlais tout à l'heure de finition et d'ajustement, on commence à arriver un peu là-dedans. On est pas mal. Simon, il est intervenu 5 fois, et notamment dans les dernières minutes où Nancy a beaucoup poussé. À souligner le poteau de Nancy, hein, où ils étaient vraiment dans un bon temps en première période avec ce déboulé de Vdaouch. Mais on a tenu, on n'a pas rompu. Alors au niveau des coups francs, on a eu 18 coups francs. Je ne sais pas combien est-ce qu'on a eu de corners. Donc 6 corners, j'aimerais qu'on les négocie mieux. Voilà, ça fait partie aussi des ajustements que j'aimerais avoir. Mais vous verrez que plus tard, il y a une bonne nouvelle, puisqu'il y a le retour présumé de Florian Tardieu, puisque j'étais à l'entraînement ce matin. Et il a participé à toute la séance en totalité. Il devrait être dans le groupe, je pense, vendredi. Je ne sais pas s'il débutera. Mais voilà, il devrait être dans le groupe. Donc 18 coups francs. On n'a pas su bien les négocier. On a 6 corners. On n'a pas su les négocier correctement, alors que bon, on en avait l'opportunité. Eux, ils font quoi? 6 corners aussi. Donc à égalité. Et bon, Nancy, eux, ils ont eu vraiment un vrai souci dans la finition. Mais c'est aussi parce qu'on a réussi à leur poser des problèmes, de façon à ce que ils n'arrivent pas à ouvrir le score en étant vraiment solides défensivement. Donc ça, c'est très bien, hein. Je le soulignais tout à l'heure dans ce que j'ai aimé, c'est notre étanchéité défensive. Ensuite, au niveau des tirs, on va se concentrer un peu dessus. Donc comme je vous disais, on a eu un total de 13 tirs, dont 4 cadrés. Sur les 4 cadrés, il y a, de mémoire, il y a la frappe de Maignan qui est sortie par Basilio. Il y a la frappe de Mukiele, sa deuxième frappe qui est un peu trop écrasée. La frappe de Maignan aussi, elle est écrasée. C'est ce qui permet qu'il la sorte. Ensuite, il y a la frappe de Pays en début de deuxième mi-temps. Et après, la dernière, je ne la vois pas. Mais en tout cas, voilà. 4 tirs cadrés.
4 tirs cadrés sur un total de 13 tirs, là où la semaine dernière, on a eu 27 tirs pour, je crois, 5 tirs cadrés. Voilà, donc là, on a haussé le curseur. Voilà, hausser le curseur de moitié, c'est très bien. Maintenant, il faut souhaiter que contre Dunkerque vendredi, on soit encore plus efficace en élevant encore plus ce curseur et qu'on retrouve du réalisme dans la finition. Ensuite, on a quand même eu 5 tirs bloqués aussi. Et dans la surface, voilà, l'ensemble des tirs sont dans la surface, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, la majorité, pas l'ensemble. On a quand même, sur un total de 13 tirs, on en a 11 qui sont dans la surface, c'est une très bonne nouvelle. Et en dehors, on en a 2. Donc, il y a notamment une frappe de De Meda qui est contrée, je m'en rappelle. En tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en attaque, on a en grosse occasion, c'est ce qui fait la différence, c'est ce contre. Le contre éclair qu'on a réussi à faire dans les bonnes conditions. Et là, il y a eu beaucoup d'altruisme. AM, il récupère parfaitement, il lance correctement Maignan, qui utilise sa vitesse et sa puissance pour déposer le central. Et puis, il reste lucide en écoutant Issoufou qui l'appelait parce que ça s'est fait à la voix. Il n'a pas vu, mais il a entendu. Et il a déposé tranquillement en profondeur. Et Issoufou, il a utilisé sa vitesse pour conclure. Donc ça, c'est très, très bien. Mais vous voyez, la seule et unique passe en profondeur, c'est sur le but aussi. Donc là, efficacité totale sur le jeu de transition. Donc ça, franchement, c'est très, très bien. Et en touche dans la surface de réparation adverse, 21 fois contre 29 pour Nancy, qui effectivement a dominé le match et est rentré beaucoup plus souvent par l'intermédiaire de Vdaouch et de comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, et de Ousni. Voilà, et de Ousni. Ok. Donc c'est pas mal, c'est une victoire vraiment bien construite. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu et c'est super encourageant. Voilà, comme je vous disais, c'est encourageant parce que c'est une base sur laquelle il faut construire. Et c'est une base saine sur laquelle il faut construire et il ne faut pas s'en priver parce que en fait, le temps file et il file vite puisque vendredi déjà, dans 4 jours, c'est rebelote en fait, faut remettre ça et faut retourner au charbon, au combat. Et là, ça sera contre une équipe sympathique, mais on en reparlera jeudi. Voilà, du coup maintenant, après voilà le débriefing que je vous ai proposé. Maintenant, j'aimerais vous emmener sur la revue de presse de la Paillade avec 2 articles du Midi Libre que j'ai envie de vous lire. On va voir ça comme ça tout de suite pour analyser justement cette victoire de Montpellier. Donc là, on a Zoumana Camara en interview. Pardon pour vos oreilles. Donc là, c'était juste après le match. Je vous lis tout ça. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Il y a le chat pour ça. Donc Nancy MHSC, j'aime ses victoires dans la difficulté. Maignan, la marque des grands, se félicite Zoumana Camara après le succès en Lorraine. Cette équipe, on doit pouvoir la mettre en doute bien avant, a toutefois pointé Camara. C'est exactement ce que je vous disais dans mon débrief, c'est-à-dire que en première mi-temps, je les ai notés, on a un panel d'occasions, on a des occasions à la 7e, 8e, 16e, 32e et 41e. Ainsi qu'à la 45e en début deuxième mi-temps avec Nicolas Pays qui tire sur le gardien. Mais en fait, toutes nos frappes ont été écrasées. Et ça, c'est pas normal. On doit être en capacité de frapper, d'envoyer des frappes chirurgicales et d'ouvrir le score bien plus tôt. Et en ce sens, Zoumana Camara, il a vu, il a noté. Et il y a mercredi, jeudi, c'est 2 séances à huis clos. Je pense qu'il y aura de gros spécifiques en finition parce que c'est nécessaire. Voilà, mais en tout cas, l'équipe est en progrès puisque on est passé de 27 tirs pour un but à 13 tirs pour un but entre Dijon et Nancy. Et voilà, ça y est, en fait, ils ont compris. La semaine prochaine, ça sera... Ça y est, les compteurs vont être débloqués en première mi-temps, voilà, puisqu'on fait des bonnes premières quand même, des premières mi-temps cohérentes. Maintenant, il faut débloquer le compteur bien plus tôt et se mettre à l'abri plus facilement. On poursuit. L'entraîneur montpelliérain a aimé que ses joueurs aient retenu la leçon du premier match pour s'imposer à Nancy 0-1, vendredi 14 août, même s'ils ont à nouveau manqué de réalisme.
Le technicien s'est également attardé sur la prestation de Lassiné Maignan, titularisé pour la première fois. Cette fois, à la différence du match face à Dijon, vos joueurs ont tenu. Alors Zoumana il répond effectivement, j'avais dit qu'il fallait apprendre vite. On m'a posé une question au début de match en me demandant si je n'étais pas paradoxal dans mon discours entre la patience avec les jeunes et en même temps l'exigence. Pardon. Je ne le pense pas. Je pense que oui, il faut avoir de la patience avec ces jeunes parce qu'ils découvrent le monde pro, mais ça n'empêche pas l'exigence et l'envie d'atteindre des choses très hautes. Il faut être exigeant pour qu'il y ait des marges de progression. Malheureusement, ils doivent apprendre très vite, mais aujourd'hui, on avait une meilleure gestion de fin de match. Et oui, ils doivent apprendre très vite, et pour l'instant, en tout cas, c'est le cas, puisque le faux pas contre Dijon a été rattrapé avec cette victoire à Nancy. Maintenant, il faut surfer sur cette victoire contre Nancy pour aller faire un back-to-back en victoire à l'extérieur à Dunkerque et instaurer une dynamique en recevant Boulogne. Malgré tout, regrettez-vous le manque de réalisme, notamment sur la première période? C'est récurrent, on va continuer à travailler. Pour moi, cette équipe, on doit pouvoir la mettre dans le doute bien avant et marquer dans la première demi-heure. Je suis totalement d'accord. Et je pense que cette semaine, comme je vous disais, c'est ce qui va se passer au niveau du travail. Et ça me donne des motifs d'espoir contre Dunkerque. Surtout que Dunkerque, c'est une équipe qui est joueuse, qui sera à domicile et qui va vouloir aussi faire la différence. Donc, on a des opportunités avec des joueurs rapides sur le côté d'aller les embêter. On doit pouvoir valider nos récupérations hautes. Et ça, je l'ai souligné aussi. Franchement, c'est un très très bon point, ce pressing haut. On voit bien la jeunesse, même dans nos frappes. Elles partent, elles rebondissent 4-5 fois avant d'arriver sur le gardien. Ça manque encore de puissance, de force, de justesse. On va continuer à bosser dans ce sens-là. Mais il y a des choses très intéressantes dans ce match. J'ai aimé parce qu'on a su rester solide, c'est vrai. On retrouve la solidité de la saison passée. Là, il part de l'étanchéité défensive et ce sérieux retrouvé. Donc franchement, ça c'est très bien. C'est important de faire un clean sheet. J'aime ce genre de victoire acquise dans la difficulté. J'espérais ça contre Dijon, mais le discours était clair. On avait perdu 2 points, il fallait les récupérer ici. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va récupérer avant un match difficile à Dunkerque. Pour moi, ces victoires-là, ce sont les meilleures victoires. Ce sont les meilleures victoires où on va se faire bouger un peu, mais on va réussir à rester sérieux et concrétiser le peu d'occasions qu'on aura pour réussir à faire la différence. Et les plus belles victoires à l'extérieur, pour moi, c'est les victoires 1-0. Et là, en tout cas, comme je vous le dis, depuis le début de l'émission, là, c'est une victoire sur laquelle il faut construire, il faut s'appuyer pour instaurer une dynamique, vraiment. Meda, Mukiele, en vue la semaine dernière, ont été peut-être un peu moins impactants cette semaine. Est-ce que l'enjeu d'une jeune équipe, c'est aussi la constance d'une semaine à l'autre? Évidemment, c'est le défi de ces jeunes joueurs, trouver de la régularité. C'est ce qui fait un très bon joueur et un très grand joueur. Mais je trouve qu'ils ont fait des choses quand même intéressantes, c'est ce que je vous disais. Tout n'est pas mauvais. Et comme il dit, tout n'est pas jeté, mais j'aimerais plus de stabilité dans cette performance, totalement d'accord. C'est la régularité et la capacité à enchaîner les bonnes performances vraiment qui va être... qui va faire la différence. Ça va venir, puis ce sont des joueurs qui ne sont pas arrivés, enfin il veut dire qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Il faut qu'ils s'adaptent à cette nouvelle façon de travailler, à cette intensité, à cette nouvelle chaleur. Il faut arriver à encaisser toutes ces charges de travail, cette nouveauté. Ce sont des joueurs qui sont toujours à l'hôtel. Ils n'ont pas de chez eux encore. Même dans l'intégration, dans l'adaptation, ce sont des choses qui sont importantes. Je tiens compte de tout ça dans mon management, dans l'attente et la patience que je peux avoir avec eux. En fait, je trouve que son management avec eux, il est très bon à Zoumana. C'est-à-dire qu'il les sort au bon moment. Voilà, ils ne font pas des mauvais matchs. Ils font des matchs encourageants. Effectivement, ils viennent d'arriver. Il faut qu'ils assimilent des principes de travail et qu'ils créent des automatismes avec leurs coéquipiers. Les 2 copies rendues pour l'instant par Mukiele et Meda sont vraiment encourageantes. On est chichiteux, il faut être chichiteux parce que c'est en étant pointilleux qu'on progresse forcément. Mais c'est très encourageant. Voilà. Et cette semaine, ça va bien bosser encore. Et puis, on va aller essayer de faire un bon résultat. Voilà. Un bon résultat, c'est minimum le nul. Minimum le nul et au mieux la victoire. Voilà, dans l'idéal, la victoire. Lassiné Maignan, lui, est peut-être encore chez ses parents. Il y a eu ces rumeurs de transfert, ce premier but, maintenant cette première titularisation. Selon vous, ce n'est pas trop sur ses épaules ou c'est que vous n'avez pas le choix?
Je me suis posé la question quand il y a eu la blessure de Mamadou Camara. Je me suis donné le temps de la réflexion. Si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait pas été par rapport à son âge, ni par rapport à son niveau de jeu. Ça aurait été juste par rapport à la semaine où on a beaucoup parlé de lui et de ce soi-disant transfert. Pour le reste, c'est un garçon qui travaille, qui ne se pose pas de questions, qui bosse bien. Au final, j'ai suivi mon instinct. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai été partagé entre lancer un jeune joueur et en tant que coach, devoir protéger aussi un jeune joueur. On l'oublie parfois en voyant son gabarit, mais il n'a que 16 ans. C'est l'âge de ma fille. Ça me fait bizarre de dire ça. Sourire, c'est un gamin encore. Mais c'est un gamin qui demande des choses, qui sait ce qu'il veut. Mentalement, il se fixe des objectifs à la fois individuels et collectifs. On a l'impression que les choses glissent sur lui. Et ce ressenti, ce feeling que j'ai eu, c'est celui qui m'a fait prendre cette décision de le faire débuter. Est-ce qu'il débutera toujours? Pas sûr. On doit aussi le protéger. Comme je vous dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en fait, Maignan, il a su tirer parti de la blessure malheureuse et malencontreuse de Mamadou Camara en maximisant et en rentabilisant sa titularisation. Le match qu'il fait à 16 ans, match impressionnant de maturité et d'énergie, voilà, généreux dans le pressing et il sent les bons coups. Il sent les bons coups, donc il est pas fini, c'est un talent brut, mais talent brut à haut potentiel. Et franchement, il faut le protéger. Il faut le protéger, surtout avec tout le boucan médiatique, là, avec l'armée médiatique du Paris Saint-Germain qui fait un pressing de fou. Mais il faut que le coach et Laurent Nicolin, surtout, tiennent bon. Faut pas le vendre. Faut pas le vendre. Plus il sera décisif, en fait, plus il sera décisif, plus sa valeur marchande va prendre en valeur et monter en flèche. Et là, en fait, en tout cas, on est en position de force et vivement le 1er septembre 2026 à 20h, puisque le mercato se termine à 19h59 le 1er septembre, pour être tranquille et laisser Maignan progresser sous les ordres de Zoumana Camara tranquillement. Vous bluffe-t-il sur ce match? Avoir cette lucidité à la 70e minute de trouver la bonne passe sur Issoufou au bout de cette course? Non, il ne me bluffe pas parce qu'il est capable de le faire. Ce sont des choses qu'il fait à l'entraînement. Là où je suis bluffé, c'est sa capacité à vite apprendre ou à rectifier quelque chose sur lequel il est un peu en difficulté. Dès qu'on lui en parle, il arrive vite à hausser et à gommer ou en tout cas à prendre conscience. Là, il m'impressionne. C'est la Ligue 2, c'est un championnat physique avec beaucoup d'impact, mais il répond. Il a de la personnalité, il ne faut pas qu'il en ait non plus trop, qu'il reste concentré sur son match, mais il ne se dégonfle pas. C'est la marque des grands. Effectivement, il m'a aussi impressionné là-dessus. Je ne sais pas si vous avez observé, mais il a quand même pris pas mal de coups, notamment dans le dos de la part des défenseurs. Et il encaisse plutôt bien, sans trop se plaindre. Et il commence à avoir du vice. Enfin, il a un peu de vice, puisqu'il a pas mal chargé, notamment le numéro 8, le capitaine de Nancy, Boabdeli, il me semble, voilà, qui s'est plaint pas mal au niveau de l'arbitre. Mais c'est juste qu'il a un gabarit avantageux, qu'il utilise très bien. Et en tout cas, Maignan est vraiment mature dans le jeu, même si il va progresser, ça va se développer, mais la performance et la prestation qu'il a faite a été très très mature pour un joueur de 16 ans. Donc bravo à lui. Avec la blessure de Mamadou Camara, le match de Lassine et Maignan peut-il vous faire réfléchir sur l'éventuel recrutement ou pas? Le recrutement ne dépend pas des blessures mais des départs. On est conditionné à ça. J'ai conscience que la famille Nicolin a fait des efforts. Déjà de rester, de conserver le club, ensuite d'investir. On a quand même acheté 2 joueurs Mamadou Camara, Delameda. Je suis très content de ça. Je suis très satisfait. Maintenant, il y a un équilibre, une réalité économique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faudra attendre de voir s'il y a des départs. Mais évidemment qu'en tant que coach, j'ai le sentiment quand même qu'il me manque dans une rotation encore un joueur offensif qui pourrait évoluer à la fois sur les côtés ou dans l'axe. À ce titre, pour avoir été à l'entraînement ce matin et avoir discuté un peu avec les joueurs, il y a Khalil Fayad qui confirme qu'il aimerait bien trouver un point de chute. En tout cas, le coach ne compte pas sur lui. Voilà, il ne compte pas sur lui ni Junior Ndiaye. Donc, dans l'intérêt de tout le monde, je pense que ça serait bien pour lui de trouver un club. Et puis que le club puisse se renforcer aussi offensivement, surtout après cette blessure de Mamadou Camara. Maintenant, j'ai envie de vous proposer un second article. Et là, c'est une interview de Maignan. Hop, elle est là. Ok.
Nancy MHSC, il faut toujours rester calme, malgré des débuts de rêve et un tourbillon médiatique. La Ciné-Maignan reste tranquille. S'il a peu touché de ballon, 16 vendredi, la Ciné-Maignan en a offert un en or à Yanis Issoufou. Alors il a peu touché de ballon, ça reste un match à l'extérieur, une première titularisation. Ils sont durs, je trouve, midi libre avec lui. Sachant qu'il a touché des ballons quand même, hein. Il a un premier centre de Enzo Chato qu'il prend de la tête, il fait ce qu'il peut, en pleine vitesse, ça passe pas loin. Ensuite, il reçoit un centre en retrait d'Enzo Chato, où il loupe sa frappe, voilà. Et ensuite, il a une frappe en reprise dans la surface suite à un corner ou un coup franc. Où là, elle est cadrée, sa frappe, et c'est Enzo Basilio, c'est Basilio qui la sort. Voilà. Et puis après, oui, il a des remises dans le jeu. Donc 16 touches de balle, 16 ballons touchés au total pour une première. Je pense qu'il faut voir son match dans sa globalité et voir l'appui défensif qu'il a pu être. Surtout dans le pressing et ce match à l'extérieur. À domicile, ça sera autre chose parce qu'on aura à faire le jeu. Et contre Boulogne, ça sera autre chose forcément parce que d'ici là, il aura déjà eu un autre match dans les pattes avec l'effectif pro. Donc ça sera encore mieux. Sa prochaine performance, elle sera meilleure. Passeur décisif et titulaire 6 jours après ses débuts en pro. Un premier but et la révélation d'approche du Paris Saint-Germain. Le très jeune attaquant de Montpellier a encore épaté par sa sérénité vendredi 14 août lors du succès à Nancy 0-1. Cette semaine, l'Europe a levé la tête pour l'observer. Cette semaine, l'Europe a levé la tête pour observer l'éclipse totale. Mais à Montpellier, c'est une étoile naissante qui a fait parler. La Ciné-Maignan, 16 ans, n'est pas encore majeur, qui aimante les superlatifs et les regards de la paillade à Paris et les meilleurs clubs du continent. Des intérêts et des rumeurs qui n'ont même pas ébranlé le gamin passé en 6 jours de remplaçant et buteur pour sa première en professionnel à titulaire et passeur décisif vendredi à Nancy. Restez calme, il faut toujours rester calme, il ne faut pas se faire des scénarios avant. On vit l'instant présent et on voit bien ce qui se passe. Souriait-il avant-hier dans la zone mixte du stade Marcel Picot. J'aime bien cet état d'esprit, voilà. Pas de plan sur la comète, il est terre à terre, c'est très bien. L'impression que les choses glissent sur lui. Avant de s'arrêter pour revenir sur ses débuts de rêve, l'attaquant a hésité un poil puis accepté, jamais impressionné. Comme il le fait en L2, ce football de grand, dit-il, où il côtoie des joueurs qui pourraient être son père. Il est bouche sans s'excuser, ce qui a lui d'ailleurs valu un avertissement en fin de match. Il a de la personnalité, il ne faut pas qu'il en ait trop non plus, qu'il reste concentré sur son match, mais il ne se dégonfle pas, c'est la marque des grands. Remarquez son coach Zoumana Camara, étonné par sa capacité à vite apprendre ou à rectifier. Ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Alors là, sur la capacité à vite apprendre et à rectifier, moi, j'ai envie de dire que ça, c'est une capacité que je vois sur l'ensemble de l'équipe, hein, puisqu'on a eu, quand il dit rectifier, c'est les ajustements, en fait. Hein. Comprendre ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas marché, et apporter les solutions et appliquer ces solutions-là. Je trouve que c'est l'ensemble de l'équipe qui l'a fait contre Nancy, donc ça, c'est très bien. Et Maignan Pavé en premier, puisque c'était le premier fer de lance de l'attaque. On a l'impression que les choses glissent sur lui, ajoutait-il, évoquant cet enchaînement en une semaine, vertigineux pour quiconque se souvient de ce qu'il faisait à 16 ans. C'est vrai. L'âge, on va dire qu'on passe par-dessus. Le tourbillon a été autant sportif que médiatique, après la révélation d'un intérêt très appuyé du Paris Saint-Germain lundi. Le président Laurent Nicolin, pas vendeur, à moins d'une offre totalement irrationnelle, l'a écarté le lendemain dans ses colonnes. Mais ce contexte a fait hésiter le technicien. J'étais partagé entre lancer un jeune joueur et en tant que coach, devoir le protéger aussi. On l'oublie parfois en voyant son gabarit, 1m87. 1m87, mais il n'a que 16 ans. C'est l'âge de ma fille, ça me fait bizarre de dire ça, constatait Zoumana Camara dans un rire. Ça, c'était l'article précédent que je vous ai lu. Contraint par la blessure à l'épaule de son avant-centre Mamadou Camara, Papus a donc tranché et lancé dès le coup d'envoi Maignan. Content et très reconnaissant envers le coach quand il a appris, même si malheureusement c'est parce que Mamad s'est blessé, j'espère qu'il se rétablira vite, a-t-il aussitôt précisé. Alors là-dessus, moi j'ai envie de revenir sur le choix qu'a fait Zoumana Camara. C'est un choix audacieux, et, bravo à lui, parce que c'est prendre ses responsabilités. Et comme il le dit, hein, il y avait ce questionnement entre est-ce qu'il le titularise ou est-ce qu'il le protège au regard du tourbillon médiatique qu'il y a eu, et au final, c'est le sportif qui a pris le pas, et c'est très bien.
C'est très bien parce que derrière, on a Maignan, Lassine Maignan, qui répond de la meilleure des façons en faisant une très belle prestation pour sa première titularisation, 92 minutes, à 16 ans, où il n'a pas rechigné sur les efforts, il a été généreux et surtout décisif en fin de match. Bravo. Bravo à Zoumana et bravo aussi à Maignan d'avoir cette maturité et d'avoir montré qu'il était capable de relever le challenge. Donc bravo. Je sais que j'ai 16 ans et ce n'est pas anodin, mais l'âge, on va dire qu'on passe par-dessus, ça ne veut rien dire l'âge. C'est ensuite Maré, celui qui était finaliste de la Gambardella en mai, dans une tirade qui rappelle Kylian Mbappé. Autre phénomène de précocité. Toute comparaison serait toutefois inutile et hâtive, même si le Montpellierin partage avec son aîné cette maturité éblouissante. En effet, c'est pas le même style de jeu, c'est pas le même style d'attaquant et ça n'a rien à voir. Effectivement, le seul point commun, c'est la maturité. Enfin, la précocité et la maturité aussi. Envie de temps de jeu et souci de le protéger. Elle s'est vue à Nancy dans sa manière de rentrer tout de suite dans son match et de ne fuir ni le duel ni les responsabilités. Avec ses 16 ballons touchés, il n'aura pas non plus eu la tâche aisée, mais il se sera procuré 3 occasions avant cette passe décisive, offrande délivrée à Yanis Issoufou à la 72e minute. Dans sa position, beaucoup par manque de lucidité ou soif de briller aurait frappé. Il a préféré le service dosé. Excellent choix, Yanis. Lassiné, pardon. Excellent choix pour Yanis Issoufou et belle conclusion d'Issoufou. Et comme je vous disais, un buteur-passeur, on le voit là, c'est un but 100% made in Payade et ça fait plaisir à voir puisque ce sont nos forces vives qui brillent et c'est juste parfait. Ça récompense aussi le bon travail qui est fait à la formation. Avec le coach, on en avait parlé. Il fallait que je plonge entre les défenseurs à rembobiner le numéro 9 ensuite. Greg Ayem m'a envoyé. J'ai entendu Yanis Issoufou. Je ne l'ai pas forcément vu, mais je l'ai entendu. Je lui ai mis le ballon et ça a fait mouche. Aussi simple que cela. La suite le sera peut-être pour cet adolescent auquel rien n'est interdit et surtout pas les plus beaux rêves. Lui espère pour le moment gratter le plus de temps possible pour se faire son expérience personnelle. Et est-ce qu'il débutera toujours ? Pas sûr, on doit aussi le protéger. C'est toutefois empressé de rappeler Zoumana Camara parce que pour donner sa pleine lumière, une étoile doit d'abord grandir, même si elle brille déjà. Effectivement, il va falloir le protéger. Et bien doser. En tout cas, là, pour sa première titularisation, 92 minutes pleines, c'est très bien. C'est très bien. Donc, comme je vous disais, le bon remplacement de Camara, pour moi, ça doit être par... pour l'instant, Maignan, il fait le boulot. Et espérons que ça continue comme ça. Voilà, pour plusieurs raisons. Un, pour que lui puisse progresser. Deux, au vu de l'intérêt du PSG et des autres clubs, plus il sera décisif, plus il va jouer et plus sa valeur marchande va prendre de la valeur et puis sa cote va monter. Donc pour nous, ça c'est bénéfique dans l'idée d'un futur transfert parce qu'il ne restera pas chez nous longtemps. Non, on est un club tremplin, on le sait très bien. Mais on sait maintenant, on est dans une ère où il faut... valoriser les joueurs et surtout quand on a un don du ciel comme ça qui tombe une pépite comme ça, il faut la valoriser. Il faut la valoriser en la faisant jouer un maximum. Et heureusement pour l'instant, en tout cas, il est décisif. Il est décisif puisque il est à l'origine d'un but. Parce que pour moi, le but de Dijon, il a été accordé généreusement et tant mieux parce qu'il fait quand même l'action de gêner le défenseur. Et là, il a été décisif vendredi sur une passe décisive pour Issoufou, donc c'est très bien. Maintenant, il faut trouver le bon dosage. Tant qu'il est en capacité d'enchaîner, vous me direz qu'il a 16 ans, il peut enchaîner, il faut qu'il enchaîne. Maintenant, il ne faut pas non plus que Zoumana Camara, à mon sens, se prive de le sortir au profit d'un Ben Lalou peut-être qui peut jouer avant-centre, mais s'il est bien en tout cas faut le laisser, faut le laisser jouer et faut le laisser s'exprimer, qu'il prenne un maximum de minutes, qu'il soit un maximum décisif parce que en fait ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc voilà pour cette revue de presse. Je vous propose maintenant qu'on parle des ajustements juste au regard de ce débriefing que je vous ai fait. Alors à mon sens il faudrait ce que j'ai dégagé, moi, 4 ajustements. Voilà. Le premier, c'est les temps faibles. Il faut qu'on ait
une meilleure gestion des temps faibles. C'est normal dans un match d'avoir des trous d'air. On ne peut pas être à 100% tout un match et c'est normal d'avoir un temps faible puisque l'adversaire qui est en face, il a aussi du répondant et il a aussi des envies, hein, et c'est un match à enjeu, voilà. Et c'est normal d'avoir des temps faibles. En revanche, c'est pas normal que ce temps faible il soit aussi long. Il faut qu'on trouve des solutions pour mieux gérer ces temps faibles, les raccourcir. Et là, en tout cas, sur ce match, la solution qu'on a trouvée pour gérer ce temps faible, c'était le pressing haut. Maintenant, ce pressing haut, il nous a pas permis de limiter dans le temps ce temps faible. Et en fait, il va falloir trouver une autre solution en fait, à ce pressing haut, en complément de ce pressing haut pour mieux gérer les temps faibles et moins prendre des vagues. Là, on a retrouvé de la cohérence et de la justesse défensive avec une étanchéité qui nous a fait défaut à Dijon, l'étanchéité de la saison dernière. Voilà, c'est bien, mais il faut qu'on gère mieux les temps faibles, que ces temps faibles soient moins longs. Voilà, vaut mieux qu'on ait... parce qu'en totalité, je pense qu'on a eu 15 minutes, une bonne dizaine de minutes de temps faible. Vaut mieux, à mon sens, qu'on ait des temps faibles par vague de 2 minutes, voilà, 2 à 3 minutes, plutôt qu'avoir un long temps faible comme ça d'une bonne quinzaine de minutes, d'un bon quart d'heure, quoi. Parce que là, franchement, on subissait, clairement, on subissait. Maintenant, on a eu cette capacité à faire le dos rond et tant mieux, et à laisser passer l'orage avant de se rebeller à partir de l'heure de jeu avec les 2 changements réussis. Donc bravo à Zoumana Camara et son staff qui ont bien réagi à la vue de l'assaut de Nancy. Voilà, donc mieux gérer les temps faibles pour moi. Donc si on arrive à faire ça à Dunkerque, en appliquant un peu plus de finition, voilà, parce que maintenant on va parler de finition, on sera pas mal. Parce que dans la finition, comme il a dit le coach, et je le rejoins totalement, et quand on fait le bilan sur ces 2 premières journées, la première mi-temps, à chaque première mi-temps, en fait, on rentre à 0-0. C'est pas normal parce qu'en fait, on a quand même une belle production dans le contenu. On a des situations qui nous permettent de mener au score et on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire parce que on n'est pas assez appliqué et concentré dans le dernier geste. Et ça m'amène justement sur le 3e point dans les ajustements, à savoir les 30 derniers mètres. Il faut qu'on soit plus altruiste, qu'on fasse de meilleurs choix, qu'on lève bien la tête et concentré et appliqué sur les frappes qu'on met. Les frappes, elles sont trop molles. C'est pas normal. Plus maintenant, ça y est, la saison elle a commencé, le championnat il est lancé, les matchs ils sont en jeu maintenant, c'est plus des matchs amicaux. On n'aura pas à chaque fois 100 000 occasions. Voilà, maintenant, il y a eu une progression, puisqu'on est quand même passé de 26 tirs pour un but à 13 tirs, enfin 27 tirs pour un but à 13 tirs pour un but. C'est très bien, mais maintenant, il faut hausser le curseur. Il faut hausser le curseur et réussir en fait à tirer profit des situations de but qu'on arrive à se créer et des occasions, situations et occasions qu'on arrive à se créer en première mi-temps. Voilà. Là, vendredi, on va à Dunkerque. C'est une équipe qui est joueuse. On aura le temps d'en reparler jeudi, notamment, à la veille de match. Mais voilà, face à ce genre d'équipe, on va le payer cash. Et l'idée, c'est pas de le payer. L'idée, c'est de tirer les leçons de ce qui ne fonctionne pas encore pour le moment. Voilà. Et de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. On n'est pas loin. Donc là, maintenant... tous, ils ont pris le coup, que ce soit Vidal Cartou, Maignan, et puis j'inclus Mukiele qui vient de nous rejoindre. Voilà, il a pris le coup de la Ligue 2 et pour moi, vendredi, Mukiele il est décisif, soit en passe, soit en but, voire les deux. Voilà, mais on en reparlera. Donc ça, c'est les ajustements qu'il faut faire pour moi. Et le dernier ajustement, ça sera... de moins se livrer défensivement, parce que j'ai observé que défensivement, on se livrait parfois, ce qui nous poussait à faire des fautes, ce qui nous amenait à faire des fautes évitables, notamment
à partir du milieu. Voilà. Donc, il va falloir plus les contenir et les faire déjouer, mais éviter de se livrer. Et en évitant de se livrer, bah, on limiterait aussi les cartons jaunes parce que sur ce match, il y a une mauvaise gestion des émotions aussi, hein, puisque bah, on sort quand même avec 4 cartons jaunes. Donc, si on arrive à les contenir un peu plus, les faire reculer, les faire déjouer et moins se livrer, bah, ça nous limiterait, nous éviterait les cartons. Donc, c'est ce que j'attends comme ajustement. Maintenant, les plus gros ajustements, allez, c'est les 3 premiers. Hein. C'est une meilleure gestion des temps faibles, une meilleure finition. Et globalement, la finition, ça englobe la concentration, l'application dans les 30 derniers mètres en étant meilleur dans nos choix et surtout plus altruiste. Il va falloir mettre plus de puissance, plus d'impact et de concentration dans nos frappes. Voilà, en faisant tout ça, bah, voilà, on devrait être en capacité de mieux conclure nos actions et sortir avec l'avantage à la mi-temps. En tout cas, au regard des 2 premières mi-temps effectuées avec Nancy et avec Dijon et Nancy, pardon, on doit, à la mi-temps de ces 2 matchs, mener au score. Voilà. Donc là, dans l'idée de progresser, voilà, et d'être dans la continuité de ce que je vois en positif, et ben en fait, là, j'attends et j'espère pour la 3e journée contre Dunkerque qu'on mène au score, voilà, en continuant sur notre lancée, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment positives et il y a d'autres choses à améliorer, hein, ça fait partie des ajustements. Donc voilà ce que je voulais vous proposer là-dessus. Est-ce que vous avez des ajustements? Est-ce que vous voyez des zones d'ombre, enfin des zones de progression, des axes d'effort à fournir en vue du match de vendredi contre Dunkerque? Dites-le moi, l'espace il est là. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de ce match, dites-le moi. Je vais faire un petit tour là en ligne, histoire de voir s'il y a d'autres nouvelles bien fraîches. Mais voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et puis en tout cas, voilà, l'équipe progresse, c'est bien. On évolue. Il faut vraiment que ce match cette victoire, elle soit une base de travail, une bonne base de travail, parce qu'on a quand même eu de belles choses, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et on doit s'appuyer. Voilà. Maintenant, bah, on va voir encore une fois, puisque si là, l'équipe, moi, ce que j'attends là, le vrai challenge, c'est les gars, ok, on a fait une victoire à l'extérieur, ok, c'est cool, c'est très bien, bravo, belle réaction suite à la contre-performance contre Dijon. Maintenant, le vrai challenge, c'est d'aller chercher une 2e victoire dans la foulée, d'affilée en fait. Et ça, à l'extérieur, c'est très dur déjà de faire une victoire à l'extérieur. Mais le challenge, c'est d'aller en faire 2. Voilà, là, s'ils me font 2 victoires à l'extérieur, les gars, c'est Banco Josette. Clairement, ça serait Banco Josette. Et surtout, bah, ça permettrait, comme je vous disais, d'instaurer une dynamique, parce que juste après, on va le voir tout de suite, le calendrier, voilà le calendrier. Donc là, on a bien négocié la victoire à Nancy, après ce faux pas à Dijon. Là, on va à Dunkerque pour la 3e journée. Dunkerque qui est vraiment bien. On va aller voir le classement là tout à l'heure, mais on y va tout de suite hein, sur le classement. Let's go. Tac, tac. Boum. Sur le classement, on est là. Hop. Regardez. Là, on a Dunkerque et Montpellier qui sont Dunkerque 3e, Montpellier 4e ici sur l'équipe. Sur SofaScore, Montpellier est 5e. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, on va se fier à l'équipe. Donc là, on a un adversaire direct en gros. On a l'opportunité de distancer un adversaire direct et surtout, en fait, bah, c'est un début de virage. Voilà, c'est un début de virage qui, s'il est bien négocié, peut nous permettre d'instaurer une bonne dynamique avec bah, justement la réception de Boulogne après à domicile. Donc pour moi, en fait, il faut qu'on aille à Dunkerque avec des ambitions pour prendre les 3 points. Et si on ne peut pas prendre les 3 points, eh ben en fait, c'est match nul. Mais rien d'autre que la victoire. Si pas de victoire, c'est match nul. Mais la défaite,
c'est niette. Il faut qu'on ait vraiment un goût, une horaire de la défaite cette saison pour moi. Voilà, donc il y a un coup à faire, hein. Il y a un vrai coup à faire en négociant bien ce tournant-là, ce début de virage qui est Dunkerque et Boulogne. Mais on va y aller step by step, d'accord? On va d'abord bien négocier Dunkerque, on bat Dunkerque, et ensuite on pourra préparer tranquillement, sereinement Boulogne. Voilà. Donc je voulais vous emmener aussi, je vous ai dit, on va faire un petit tour de l'actualité à nouveau avant de clôturer, pardon, puisque je vois qu'il y a, il y a, il y a pas trop d'avis là, malgré qu'il y ait quelqu'un qui ne souhaite pas réagir, mais je respecte le choix, il n'y a aucun problème. Soyez pas timide, je ne mords pas. J'ai envie qu'on fasse un dernier tour là, d'actualité, histoire de voir si on a... Tac. Alors, rien là-dessus. Montpellier. Ok, toujours rien pour nous. On va aller regarder un peu sur X. Bon, ça va, il y a un joli podcast là qui est ressorti là de Bertrand Queneut et toute son équipe. Bon podcast, je suis pas toujours d'accord sur tout, on peut pas, c'est un débat sportif, hein. Tout comme vous ne serez pas toujours d'accord avec moi et mes avis, mais dans l'ensemble, très très belle émission, hein. Et ça donne de la matière encore, donc merci à eux de nous proposer ça. Tac. Ok, ok, ok. Donc pas grand-chose. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais parler aussi Mercato. Mercato, puisque voilà, le 1er septembre à 20h, à 19h59, fin du Mercato. Là, comme je vous disais à un moment donné dans l'émission, il y a des mecs où il ne faudrait pas trop perdre de temps, qui sont en fin de contrat, comme Chato. Et Chato, là, il est bien lancé, il faut qu'on le garde. Parce que actuellement, El Hanash est en doublure et il n'a pas le rendement de Chato. Et moi, je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que certains dans la team MHSC aimeraient qu'on vende Chato. Mais les gars, si on vend Chato, alors moi j'aime beaucoup El Nash, mais il n'a pas le rendement de Chato. Et si on vend Chato, bah, qui c'est qui le remplace? Et on perd en fait en rendement offensif aussi. Parce que c'est indéniable, il faut le reconnaître, Chato a progressé. Voilà, maintenant c'est pas parce qu'il a progressé que parfois il peut pas se tromper, hein. Pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il a progressé actuellement. Il fait la différence dans le 11, il a un bel apport et ça serait vraiment dommage de s'en séparer. Donc en fait, il ne faudrait pas tarder à mon sens à le prolonger, d'autant plus qu'il y a une belle image, c'est que la semaine... ouais, si, aussi, c'est ça, c'est la semaine dernière, à la première journée, le club lui a donné son tableau et son maillot des 100 matchs joués sous la paillade, donc c'est beau. Et je pense qu'il faudrait le prolonger dans l'idée de construire autour de lui et autour de l'équipe pour le projet de remonter en Ligue 1. Donc il ne faudrait pas perdre de temps. Je pense que voilà, c'est dans la tête quelque part du président. Et je pense aussi que Zoumana Kamara compte énormément sur Chato parce qu'il bosse bien, il joue bien. Et voilà. Donc il y a des coups à faire. Donc en prolongation, il y a Chato. Ensuite, il y a Saint-Luce aussi qui est en fin de contrat. Donc à voir. Il était peut-être en instance de départ, on ne sait pas. À voir, il y a des choses à faire en tout cas. Mais dans l'idée de la continuité de la saison pour qu'elle se fasse bien, je pense en janvier, d'ici janvier, il y a certains joueurs en tout cas. Il faudra faire le point sur les joueurs qu'on veut prolonger et les joueurs qu'on ne veut pas prolonger. Et peut-être même prolonger des gens dans l'idée de leur donner un bon de sortie aussi, de façon à ce qu'on ne les perde pas gratuitement. On sait qu'on est dans une situation économique pas très favorable, même si avec la vente, avec le transfert d'Estève, on a récupéré quelques fonds. Voilà. Maintenant, l'idée de perdre un joueur libre, ça serait dommage. Voilà. Ça serait vraiment dommage. Donc, il faudrait, à mon sens, faire le point sur les prolongations à venir. Et aussi, si on en a la capacité, faire un renfort offensif, trouver une alternative à Nicolas Pays. Voilà. Moi, j'ai une idée, si jamais on ne trouve personne, on en reparlera en temps voulu, mais j'ai une idée à proposer
pour pays si jamais on n'a pas de renfort offensif. Mais si on reste uniquement sur Nicolas Pays en renfort offensif à droite pour faire la saison et aller jusqu'en décembre, bah, on se tire une balle dans les pieds parce que bah, actuellement il est en méforme, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir en forme. Et le meilleur moyen pour qu'un joueur en méforme revienne en forme, bah, c'est de faire jouer la concurrence. Voilà. Là, à mon sens, Nicolas Pays, que j'aime beaucoup, est un peu trop dans son fauteuil parce qu'il n'a pas de concurrence. Et bah, faut essayer de mettre un peu de concurrence en place. Voilà. C'était ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira pour ceux qui verront cet épisode en replay sur YouTube ou même sur Twitch. En tout cas, si ça vous plaît sur Twitch, n'hésitez pas, bah, abonnez-vous, partagez, d'accord. L'idée, c'est de développer un peu plus la chaîne. Et puis sur YouTube, que vous soyez supporter pailladin ou pas, bah, venez quand même sur la chaîne, abonnez-vous parce qu'en fait, je vais parler de vos clubs aussi puisque vous êtes des adversaires. Voilà, et on va en parler, ok. Donc, je vous dis bonne soirée. On se retrouve demain. Demain, on fera la review complète de la deuxième journée de la Ligue 2 avec les autres résultats, d'accord. Et puis, ben, on va encore se retrouver pour passer 1h30 ensemble ou un peu plus, 1h45, ok. Je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous, faites du sport et puis bah, à demain. Ciao, ciao.